Eh ben, j'espère que vous êtes content. Oui, merci, c'est bien. Donc, je crois que vous êtes venu ici pour apprendre pas mal de choses. Déjà, je voulais savoir, parmi vous, qui joue en bourse? Bon, très bien. Ça tombe bien parce que on ne va pas vous apprendre à gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, le thème de la conférence, donc, c'est vous présenter un petit peu le dur labeur de organisateur de conventions et festivals de manga en France et à l'étranger, puisqu'on fait ça à l'international. Donc je vais vous présenter nos deux invités qui vont un peu vous éclairer sur les contraintes, les avantages et tout ce qui en ressort quand on organise un festival lié à la culture manga et geek, puisqu'on n'est pas sectaire. Donc je vais commencer, galanterie oblige, par une sudiste qui a voulu chercher le beau temps à Paris mais qui ne l'a pas trouvé, Oriane. C'est dur aujourd'hui, hein, le beau temps il a disparu. Hein. Bon bah bonjour. Voilà, et donc notre deuxième invité, donc, qui n'est pas rancunier, puisque l'équipe de France a mis 5 pions à son équipe la semaine dernière. Je vous présente David qui vient de Suisse. Bonjour. Non mais l'équipe de foot, on a l'habitude de perdre, donc moi j'étais malgré tout très content, t'inquiète pas, hein. Ça n'a aucune influence sur mon humeur. Hein. Alors ça va durer à peu près 1 heure, hein, tranquillement. À l'issue d'une quarantaine de minutes, on vous laissera la parole, vous le public, si vous avez des questions, si vous voulez savoir vous aussi comment dominer le monde. Ils essaieront d'y répondre. Je dis pas qu'ils y arriveront, mais on peut essayer. Et à un moment ou à un autre, là normalement on devait avoir un super effet spécial où je lève le doigt et il y a un mur d'images derrière avec plein de reportages de conventions en France et en Navarre pendant que nous discutons avec ces messieurs dames. Ça arrivera plus tard, un petit souci de batterie. Donc on va enchaîner sur un mur blanc. Donc j'espère que vous n'avez pas peur de la page blanche, puisque on est parti pour une série de questions assez pointues. Donc déjà, je voudrais que vous vous présentiez un petit peu. Par exemple, Oriane, vas-y, quel est ton rapport à la culture manga ? Alors moi en fait je suis fan de manga depuis que j'ai peut-être 11 ans. Donc j'ai, en tant que personne qui habite à Toulon, dans le sud, ville très connue pour le salon cartooniste à l'époque, j'y allais en tant que visiteur et en fait du coup je suis tombée amoureuse des conventions. Et de là, j'ai voulu créer mon festival. Donc le festival Mangazur qui se déroule à Toulon au même endroit que Cartoonist. Merci. David, alors, et toi ? Eh ben moi, c'est une longue histoire d'amour, on va dire. En gros, pour résumer, quand j'avais 14 ans, j'ai lancé Power 3D, qui était le plus gros site de jeux vidéo de Suisse. Et puis, je suis passé du jeu vidéo à l'animation japonaise dans les critiques. J'en ai écrit peut-être à peu près une centaine. Et puis, j'ai fait 2 ans d'école de communication et de management. Puis après, je me suis dit, allez hop, moi j'ai envie de créer l'événement qui tue tout, l'événement qui déchire, qui n'existe pas encore. Et j'ai créé donc le projet Polymanga en 2004 pour avoir la première édition en 2005. Et puis plus tard, il y a 3 ans, j'ai fait une coproduction à Nantes qui s'appelle Art2Play. Alors donc voilà, vous nous avez un peu dit que vous avez créé vos conventions de manga. On rentre dans le vif du sujet. Mais avant de les créer, donc vous les avez visitées. Vous avez été vous-même visiteur. Donc je voulais savoir un petit peu, quand vous étiez de l'autre côté de la barrière, à savoir vous faisiez la queue, chose que vous ne faites plus maintenant puisque vous organisez. Je veux savoir un peu comment ça se passait pour vous les conventions de manga côté visiteur à cette époque. Qu'est-ce que vous y recherchiez ? Oriane ? Alors moi, c'était l'époque où il y avait tellement peu de produits dérivés que en fait on cherchait vraiment le truc collector. En général, c'était de l'édition japonaise en version originale. Et donc comment dire ? Il faut préciser que donc tu parles de la fin des années 90, donc oui, déjà voilà. Au millénaire dernier. Oui, voilà, oui. Désolé. À cette époque, il n'y avait pas Internet. Donc oui, il n'y avait pas Internet. Donc du coup, pour trouver c'était pas vraiment très développé. Enfin, c'était pas du tout développé. Donc on galérait. Et on était vraiment des passionnés du genre. Et donc moi, je recherchais la perle rare. Voilà.
David? Et moi, ce que je recherchais, en fait, c'est du divertissement et une ambiance. Ce que je recherche, en fait, dans les manifestations, c'est de me retrouver dans une ambiance où les gens sourient, les gens sont joyeux, où on ressent, en fait, cette bonne humeur. Et en plus de cette bonne humeur, évidemment, j'avais envie d'être diverti. Donc, avant même de penser à acheter, je voulais vraiment avoir affaire à un divertissement. Et une fois que je me suis bien diverti, ok, je passe à la caisse. C'était un peu pareil pour moi en fait, j'ai pas précisé, mais oui, c'est vrai qu'à la base on cherchait vraiment l'ambiance de se regrouper entre fans de l'époque. Hein. Alors, je vous coupe. Alors. Non, on n'y est pas. On a déjà vu. Voilà, donc là normalement c'est le super effet spécial que je vous ai promis. Chicha, cinéma. Ah non, mais il y a personne qui connaît ce générique-là, Gérald. Quelqu'un connaît ce générique? Ouais. D'accord, ouais. Ça se réduit, mais à 3 donc personnes. nous avons 3 papis, hein. Ouais. Vous penserez leur changer leur couche. Voilà, quel suspense. Ah ah. Est-ce que c'est la fin du film que vous n'avez pas vu tout à l'heure? Ou pas? Alors. Yeah. Donc c'est celui du milieu qui s'appelle Conf 2014. Grand Front 2014. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de son, c'est normal. Donc ça diffuse des petites vidéos à droite et à gauche sur différents festivals en France, en Suisse, en Belgique. Et voilà, ça vous, en même temps que vous aurez les témoignages de nos invités, ça vous montrera un peu ce qui se fait ailleurs qu'à Villepinte. Donc, maintenant qu'on a fini l'interlude, on clappe de fin, on continue. Donc voilà, vous nous avez un peu parlé de ce que vous avez fait quand vous étiez simple visiteur. On va parler maintenant de ce moment où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire. J'y suis allé, je veux organiser mon propre festival. Est-ce que vous vous êtes dit ça un matin sur un coup de tête? Est-ce que c'est un pari loupé? Est-ce que c'est votre ex de l'époque? David, tiens. Non, mais disons que ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le milieu via mon site internet. À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, et en fait, je faisais mes demandes DVD aux éditeurs, et ils avaient aucune idée que en fait j'étais mineur et que j'écrivais. Ils me disaient c'est plutôt bien écrit, ok, et tout se faisait par email, donc ils me voyaient jamais. Et du coup, j'ai pu créer des liens et des contacts par ce biais-là avant de créer la manifestation. Donc l'envie, ça faisait déjà un petit moment que je l'avais. Et puis du coup, je me suis dit vraiment, il faut que je me lance dedans pour créer un événement qui soit différent de ce qui existe actuellement. Oriane? Moi, c'est parti d'un projet, on était plusieurs en fait, et avec ma meilleure amie qui devait faire un projet d'études dans le tourisme, on a lancé donc la convention, étant donné que le cartooniste avait disparu et que moi ça me manquait beaucoup et j'y pensais et c'est parti sur un coup de tête. Voilà, donc on a fait ça comme projet d'études dans le tourisme en fait, voilà, pour créer un festival. Et depuis, ça va faire 10 ans donc l'année prochaine. Et donc ça a perduré. Voilà. David, t'as pas parlé de date, mais toi, Polymanga, première édition, c'était quand? Alors la création en fait du projet, elle s'est faite en 2004. Et du coup, on a fêté notre 10e édition et les 10 ans cette année à Pâques. Et donc David, toi aussi, t'as une particularité, c'est que tu n'es pas qu'en Suisse. On parle souvent des frontaliers français qui envahissent la Suisse. Toi, c'est le contraire. T'as envahi la France. Nantes, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Alors, 2 mots, oui. Le projet, il a débuté il y a 3 ans. Il y a Expo Nantes, en fait, qui a vu ce qu'on faisait sur le Polymanga et qui est venu nous dire on aime vraiment votre festival. Il y a vraiment une atmosphère différente. Il y a vraiment des activités différentes. On aimerait que vous nous aidiez à en faire un, justement, à Expo Nantes, à Nantes. Et c'est ce qu'on a fait. Et la première édition, donc en 2011, a eu lieu en 2011. Voilà, et toujours en cours, donc. Ah oui, toujours en cours. Et là, on va organiser la 4e le 22 et le 23 novembre.
Donc ces festivals que vous organisez, qui ont à peu près tous les deux 10 ans maintenant, je voulais savoir qu'est-ce qui, d'après vous, fait leur particularité qui fait que c'est pas juste une halle avec des vendeurs de contrefaçons chinoises et des cosplayers qui se font des free hugs. Oriane, je te sens là-dessus. Nous, on est sur une optique de grossir, mais à petite échelle, d'avoir des invités de qualité plutôt que de la quantité. Et on est surtout sur une convivialité. En tout cas, on essaye d'avoir des staffs qui sont très présents. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu partout pareil, à plus ou moins grande échelle. Mais voilà. Je peux pas dire de grosses particularités, à part qu'on est vraiment dans le lieu cultissime des conventions des années 90, quoi. Voilà, mais non, vas-y, parle-en un petit peu. Voilà. On a repris ce lieu parce que c'est quelque chose qui, en gros, à Toulon, il n'y a pas grand-chose au niveau structure pour accueillir une convention. Ça nous arrangeait bien parce que c'était l'endroit où il y avait eu cette convention qui reste quand même une convention mythique en France. Et ça nous a quand même... ça nous a apporté... il y a eu des avantages et des inconvénients. Voilà. Ah, donc tu parles de cartooniste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, à la fin des années 90 en France, il n'y avait pas encore de Japan Expo. La mecque du manga, c'était pas Villepinte, c'était Toulon. Et à Toulon, donc, il y avait la France entière qui se rassemblait, la France du manga se rassemblait à Toulon au mois d'avril. Alors quand je dis la France du manga, ça va vous faire rire aujourd'hui, mais c'était pas plus de 10 000 personnes. Hein. Mais à l'échelle de Toulon, c'est à double la population de la ville sur un week-end, quoi. Au cartooniste de Toulon, il y avait dans les 15-20 000 personnes. Voilà. Et donc ce festival avait lieu dans un palais qui s'appelait Palais Neptune, qui était le seul espace prévu et adapté à tout ce qui est concert et animation à l'époque. Et quand le festival s'est arrêté, donc vous avez repris ce lieu, comme tu disais, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et dans la symbolique, c'est vrai que ça permettait à deux générations de se retrouver, les anciens qui y étaient et les nouveaux qui découvraient. Oui, c'est ça en fait. Beaucoup de gens sont venus la première édition parce qu'ils voulaient voir ce que ça donnait. Après, c'était 3 ans ou 4 ans après la fin de Cartoonist, donc il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas revenus, mais ceux qui nous sont revenus la première année nous ont tous dit « Oh, mais en fait, c'est au même endroit, non mais c'est trop bien, il y a l'ambiance, il y a ci, il y a là, il y a l'autre. » Donc ça, c'était les avantages. Bon, et David, toi, alors, Toulon, c'est loin pour toi. La particularité de tes deux événements, du coup, le Art to Play à Nantes et le Polymanga à Montreux, désormais? Alors, en fait, je dirais que c'est d'abord l'atmosphère, justement, l'ambiance qu'on a essayé de recréer et ceux qu'on appelle les gentils staff, et ils sont officiellement des gentils staff, c'est marqué dans leur dos à Polymanga et Art to Play. C'est aussi grâce à eux et il faut aussi le remarquer, il faut aussi les applaudir. Il y a à peu près 140 volontaires gentils staff à Polymanga, donc c'est aussi grâce à eux que le festival se fait. Mais je dirais que l'optique de Polymanga et d'Art to Play, c'était à première vue de divertir les gens. Et à cause ou plutôt grâce à ça, on a limité l'espace exposant à peu près un tiers du salon. Et les 2 tiers, en fait, ça permet aux gens de se divertir. Et on est parti du principe, une fois que les gens se seront divertis, ça va provoquer ensuite une envie d'acheter des goodies, etc. Et donc le premier but de Polymanga, c'était vraiment de créer des activités pour divertir les gens, et puis la limitation des exposants. Et c'est un modèle ensuite qu'on a repris derrière sur Art to Play, et puis qui s'est révélé gagnant. Alors, on va juste parler aussi un petit peu cadre légal. Me dire chacun tous les deux dans quelle structure vous êtes. Est-ce que vous êtes en mode World Company, en association? Oriane? Nous, on est en association à but non lucratif. Donc, en fait, on l'a créé en même temps que Mangazur. Donc, pour pouvoir faire ce salon, on devait être une structure. Donc, on a choisi l'associatif parce que c'était ce qu'il y avait de mieux, parce qu'on était étudiants et que voilà. Mais voilà, on est sous cette forme-là.
Et nous, on a la structure d'une entreprise parce que en Suisse, il y a 10 ans, au début, on avait dans l'idée de faire une association, mais c'est vrai que pour aller dans un grand centre d'exposition en Suisse, il faut avoir des assurances, etc. Et ce sont des assurances qui sont attribuées principalement à des entreprises et c'est beaucoup plus compliqué de le faire, on va dire, en mode associatif. Et résultat, on a créé l'entreprise en 2005 pour la création de la manifestation. D'accord. Alors, donc, transition, on va parler maintenant encore plus budget. Je voulais savoir, donc, au niveau, on se rend pas compte, nous, ici, je veux dire, on entre, on a des boissons, c'est très bien et tout, mais les dépenses, pas de chiffres, mais une estimation globale de vos plus grosses dépenses quand vous faites vos festivals, un petit peu les stands pro, pourquoi vous avez autant de stands pro, expliquez-nous un petit peu, David, tiens, reprends. Alors, en fait, on n'a pas énormément de stands pro que ça, justement, puisque notre volonté, c'est de limiter la surface des stands pro. On se dit qu'en limitant la surface, on va pouvoir faire une sélection pour garder, on va dire, les meilleurs stands pro. Et puis, tout le reste sera relié, justement, au divertissement. Et la partie, on va dire, la partie d'apport en termes de chiffre d'affaires, entre guillemets, parce qu'il faut malgré tout parler de chiffres. Au niveau des exposants, ça va être quoi? Peut-être un 5e, un 6e. Et du coup, le gros des rentrées, ça va être justement le prix d'entrée. Donc, on doit vraiment faire attention à ce que nos visiteurs veulent voir, puisque notre survie est directement reliée aux entrées des visiteurs. J'aimerais juste rajouter que sur Art2Play, la structure est légèrement différente puisqu'on est en coproduction avec Exponent, alors que sur Polymanga, c'est uniquement Polymanga qui le gère. Oriane. Et par rapport à nous, donc la plus grosse dépense, ça reste la location du lieu, puisque c'est 80% du chiffre d'affaires des dépenses en fait. Donc ça s'élève à des dizaines de milliers d'euros, rien que pour la location. Donc comme disait David, en fait on répercute ça sur la location des stands professionnels, sachant que nous on est dans un espace, on n'est pas on n'est pas dans un hall d'exposition comme ici, on est dans un palais des expositions. Ça reste, on peut pas pousser les murs, donc voilà, on va prendre aussi par rapport on va gagner par rapport aux entrées. Voilà, ça va se résumer sur l'augmentation de l'entrée, sachant qu'on a quand même des prix plutôt attractifs pour la convention qu'on Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'aide de la ville ou de la région qui vous donne des subventions Si, nous, oui, on en a. En tant qu'association, on a quelques subventions. Alors ils tirent de plus en plus la langue parce que c'est de plus en plus difficile. Mais bon, voilà, on fait avec et puis ça marche. Voilà. Des subventions, David? Alors oui, mais elles sont arrivées pour la 9e année. Donc, merveilleux. Elles sont arrivées pour la 9e année et puis c'est un bol d'air qui est vraiment sympathique, mais on arrive malgré tout à s'en sortir sans ça. Et justement, avoir un grand nombre, on va dire, de petits partenaires et pas avoir un partenaire géant qui, on va dire, va financer en grande partie le festival, ça permet de garder son indépendance. Et ça permet de se dire, oui, effectivement, si l'un ou l'autre à un moment, il se retire, c'est pas grave parce que d'autres viendront et puis il y a tous les autres. Alors donc Oriane, nous on a vu que c'était en association de ton côté, donc l'association AFJ pour ne pas la nommer. Oui. Et donc toi David, donc tu es en société. Entre nous, tu roules avec une belle voiture, tu gagnes bien ta vie, plutôt Porsche ou plutôt Ferrari? Plutôt Lada. Mais disons que à la base, il faut pas faire un festival en se disant que ça va être rentable parce que, en tout cas, au départ, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Et puis, je dirais que si vous arrivez, et c'est ce qu'on a réussi à faire, à être à 0 à la fin de la convention, c'est que vraiment vous l'avez bien géré, quoi. Il nous est même arrivé en 2007, donc pour la 3e année, d'être en déficit à la fin. Donc
non seulement, évidemment, on n'est pas payé, mais en plus, il faut réinjecter de l'argent pour faire continuer le festival. Et puis petit à petit, avec les années, ça a commencé à mieux tourner. Et puis maintenant, je suis salarié du festival après 10 ans. On va toujours donc vendre du rêve à nos chers visiteurs. Donc dans vos festivals à l'un et à l'autre, il y a eu des invités japonais. Alors différents genres, hein, musique, mangaka. Je voulais que vous me parliez un petit peu parce que bon, les Japonais, ça n'a pas besoin de luxe, ça prend un bus, c'est pas cher, ça dort à l'ibis, non? C'est ce qu'on pense, hein. Voilà. Dites-nous, tiens, Oriane, comment ça se passe pour inviter un invité japonais ou un groupe d'invités japonais? Alors après, ça dépend de l'invité, ça dépend de la société, qui l'envoie. C'est plus ou moins facile, on va dire. Nous, on peut parler de déficit. David parlait de déficit. Nous, on a été en déficit une année parce qu'on a fait venir une invitée et que c'était absolument pas rentable. On avait fait venir une mangaka et en gros, on a eu un déficit de 10 000 euros, ce qui est quand même assez énorme. Après, donc, faut bien cibler aussi son invité, par rapport à ce qui se passe dans le moment, c'est plus ou moins facile. Après, tout dépend si, par exemple, pour les musiciens, s'ils sont en tournée européenne ou pas, on inclut une date et là, du coup, c'est beaucoup plus facile de les faire venir, par exemple, d'Allemagne parce qu'ils sont en tournée, que de les faire venir du Japon. Là, du coup, ça coûte moins cher déjà. Mais bon, c'est plus ou moins facile. Bon, David, toi, tu les paies en chocolat, tes invités, non? Non, après 10 ans, oui, on en a invité peut-être une grosse quinzaine. Quelques noms vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Monsieur Yamashita, le directeur de l'animation du studio Ghibli. Il y a Shimagaza-san, qui est la designer de Sailor Moon. On a eu Kawamoto-san, donc le character designer de Cowboy Bebop. On en a eu tellement. Oui, donc c'est pas des seconds couteaux, c'est des vrais invités, quoi. Shun Matsuena, le mangaka de Kenichi. Donc oui, je dirais, pour vous donner des chiffres, que pour un invité japonais, faut compter entre 10 et 20 000 euros pour en inviter un. Parce que après, il y a tout ce qui englobe l'invité, et du coup forcément ça a un coût. Donc c'est une sorte d'investissement qu'on fait, et puis c'est un investissement de cœur aussi, parce que effectivement la plupart du temps on peut se permettre d'inviter des gens qu'on apprécie personnellement, et ça c'est un vrai plus, et ça je kiffe à mort. Mais mais voilà, c'est un investissement, mais malgré tout, c'est aussi ça qui fait vraiment la richesse d'une convention, c'est les invités, et c'est ce qui fait aussi qu'on recrée vraiment, qu'on recrée un lien avec le public, avec les invités, les conférences, pouvoir parler directement aux gens, les dédicaces, que les gens puissent revenir avec un dessin de l'auteur, ça c'est un truc vraiment important, en tout cas pour moi. Bon, donc j'ai entendu des ouf quand t'as dit 10 à 20 000 euros, donc je me sens moins seul, donc oui, c'est plus d'années de salaire pour inviter un japonais, hein, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez faire une convention, hein, mettez beaucoup de côté. Et ça, c'est en moyenne, hein. Il y en a qui coûtent beaucoup plus cher, hein. Après, ça dépend ce qu'on choisit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ils viennent en groupe, par exemple? Non, ça dépend. Par exemple, moi j'avais eu un contact pour faire venir, pour ceux qui connaissent, Ayumi Hamasaki de Avex, de la maison de disques Avex Trax, et ça coûtait 50 000 euros. Voilà. Parce qu'il faut la faire venir, elle, ses danseurs, son maquilleur, son traducteur, et puis il faut lui prendre l'avion en première classe, et puis il faut le resto de fou, et puis il faut l'hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. Enfin voilà, c'est ce que disait David, c'est toutes les dépenses qui découlent de l'invité en lui-même, parce qu'on peut pas non plus l'envoyer à Libby Style, salut c'est la fête, t'as un lit de Formule 1 bien sûr, et tu manges au McDo quoi. Voilà. Ouais. La plus grosse proposition qu'un producteur japonais m'ait faite, elle coûtait 300 000 euros. Donc on a poliment refusé en disant non, ça va pas être possible, hein, c'est pas possible.
D'ailleurs, au niveau des visiteurs, vos dernières éditions, elles ont tourné à combien de visiteurs à peu près, qu'on se donne une vague idée? Bah nous cette année on était les seuls dans le sud vu qu'il y avait pas Japan Expo Sud, enfin voilà il y avait plus le Max, il y avait plus rien à part le TGS, mais c'était de l'autre côté. Donc nous on a fait quelque chose comme je pense 10 000 en environ, voilà. Et de notre côté, pour la 3e année d'Art to Play, donc en novembre dernier, on a fait 10 500, ce qui est un très bon chiffre pour une convention qui n'a que 3 ans. Et puis sur le Polymanga et pour les 10 ans, on a fait plus de 30 000. Donc, voilà, donc on voit à quel point ça coûte cher un invité, mais que vous êtes des festivals honorables, hein, mais c'est vrai que quand on est ici où on a 250 000 visiteurs et que vous carburez à 10 000, on va dire, 30 000 pour toi David, ça vous donne un peu aussi le rapport comme quoi c'est pas le même monde hein, qu'avec Japan. Donc l'organisation d'une convention, donc ça y est, vous êtes, on peut dire rodé, hein, ça fait 10 ans que vous êtes dedans maintenant, vous êtes des vieux briscards. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça vous a appris sur le plan personnel et professionnel d'organiser des conventions. David, tu tiques, c'est un appel, j'y réponds, vas-y. Non, c'est le vieux briscard et je me suis dit c'est super sympa pour nous, merci Gérald. Je te rappelle Gérald que j'ai 30 ans, je te remercie. Et il est pas célibataire. Non, je suis marié. Bref, donc, je dirais ce que ça m'a appris. La première année, en fait, pour moi, c'était la grande désillusion, on va dire, dans l'organisation. Parce que j'avais un projet de festival. Puis j'avais réussi à tout monter. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que pendant le festival, on profite pas du tout comme un visiteur. Mais alors pas du tout. Et donc oui, la première édition, à la fin du premier jour, j'étais en larmes. Pourquoi? Parce que finalement, on voit pas du tout la même chose. On peut pas se mettre à une conférence, se poser et puis profiter comme ça. On peut pas simplement attendre pour avoir la dédicace et profiter. Donc, je me suis rendu compte qu'en tant qu'organisateur d'événements, je pouvais profiter, mais d'une manière différente. Et du coup, oui, ça a été au début un choc pour moi, mais ensuite c'est devenu vraiment intéressant parce que du coup, il y a aussi tout ce qui est en arrière-plan, et puis on discute directement avec les gens, avec les invités, et on partage avec le public. Donc voilà, avec le temps, j'ai su reconnaître vraiment tout le bonheur qu'on pouvait avoir en organisant une manifestation. Je suis totalement d'accord avec David. Moi personnellement, ça m'a appris beaucoup sur moi-même, à gérer le stress, tout ça, à être organisée dans mon travail, et au niveau social, au niveau des rencontres, c'est très enrichissant. Après, on vit pas, on est de l'autre côté, donc on a aussi tout le poids sur les épaules, sachant que l'argent il tombe pas du ciel et que il va bien falloir le rembourser un jour. Et donc on a le poids sur les épaules de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Et je pense que j'étais dans le même état que David la première édition, mais nous c'était pour autre chose, c'est que nous on stressait tellement qu'on pleurait parce qu'on se disait on va pas y arriver, on va pas rentabiliser, et on était à zéro, voilà. Donc c'était grand de joie, ouf. Mais oui, ça apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup. D'ailleurs, donc, vous avez parlé du jour J où c'est super, mais en fait non, on peut pas en profiter. Ça vous demande combien de temps de préparation un festival comme ça, David? Maintenant, sur les deux festivals, clairement, ça me prend toute l'année. Et puis, je dirais, étant donné maintenant que j'ai deux festivals, il y a des choses que, on va dire, je peux faire en commun pour les deux festivals. Mais je dirais même, avant d'avoir Art to Play, rien que le Polymanga, ça me prenait 9-10 mois
10 mois de travail, quoi. Et puis bah maintenant que Air2Play est là, en plus, maintenant bah ça me book toute l'année. Oriane? Ouais, pour moi c'est pareil, ça prenait quasiment toute l'année parce que il y a tout à gérer, il y a beaucoup de choses à faire, voilà, il y a toute une logistique à appliquer et donc ça prend énormément de temps. Voilà, ça prend donc une année. Et le nombre de personnes qui étaient avec vous donc pour organiser ces événements en amont et le jour J, c'est grosso modo combien? Nous, on est, je pense, à peu près dans une 50aine de staff qui sont bénévoles et merci à eux parce que sinon, on pourrait pas faire une convention, ça n'existerait pas. En l'orga, on est 3. Voilà. Ça se résume au bureau. Et après, bon, il y en a qui ont comment dire, ils ont des responsabilités un peu plus élevées et donc qui sont responsables, tout ça, de pôle. Bref. David? Et donc nous sur l'année, l'entreprise autour de Polymanga, sans compter donc Exponente, on est 2. On est 2 et puis un mois avant la manifestation, il y a ce qu'on appelle les task force, c'est-à-dire les gens qui sont employés en renfort, qui sont tous des amis, qui sont tous des amis et qui viennent donner un coup de main et donc on va dire, sont temporaires, on va dire. Et puis pendant la manifestation, et donc il y a tous les gentils staff, donc les bénévoles, sans qui vraiment on pourrait pas faire, et ils donnent une bonne humeur au festival, c'est fantastique. Et eux, ils sont à peu près 150. D'accord, ouais. Pas mal. Hein. Une belle petite armée. Hein. Donc, après toutes ces années donc où vous avez fait monts et merveilles dans vos festivals, on va quand même parler du côté noir. Vous avez forcément eu ce qu'on pourrait appeler un epic fail, un plus gros échec. Alors c'est le moment de faire votre thérapie de groupe. Allez-y, allez-y, on est entre nous, personne ne nous regarde. Moi, personnellement, je pense que ça a été de vouloir faire venir un groupe japonais. Donc, tout à l'heure, on en parlait. Et qu'en fait, ça s'est jamais fait. Donc voilà, ça, c'est, je pense, ma plus grosse déception. Tu as un nom? Oui, c'était Versailles. Donc, voilà. Et ça devait être une première européenne, en fait. J'étais en pourparlers depuis quelques mois et ça s'est pas fait à la dernière minute. Donc ça, pour moi, c'est un des plus gros échecs auxquels j'ai eu affaire. Eh ben, ça tombe bien, ils sont derrière la porte. Ah, non, pardon. Non, il n'y a que Camille, non. David, vas-y, confesse-toi. Et puis moi, je dirais que certaines années, en fait, évidemment, c'est relié aux invitations. On a certaines années des invitations, et puis on nous dit oui, et puis le temps passe, et puis je dirais 2 mois avant, on nous dit finalement non, j'ai piscine. Du coup, il faut vite trouver quelqu'un d'autre. Alors on cherche, puis on nous fait non, mais 2 mois avant, c'est pas possible. Alors on commence sérieusement à stresser, et puis malgré tout, de fil en aiguille, on arrive par les différents canaux et par des moyens directs ou indirects à trouver des personnes de qualité qui puissent venir au salon. Et puis je vais dire mon plus gros epic fail, heureusement c'était il y a quelques années, non, je vais pas donner l'année, c'est mieux. en fait, je ne vais pas donner l'année, mais c'était il y a quelques années. Et donc, on avait fait venir un invité japonais. C'est pour ça que je ne donne pas l'année. Parce que je viens de me rendre compte, si je donne l'année, les gens savent le nom. Donc, j'ai failli faire un epic fail numéro 2. Et donc, cette personne-là, on va dire, était assez portée sur tout ce qui est bonne boisson. Et donc, cette personne-là, elle s'est fait très plaisir le soir d'avant, malgré nos recommandations. Et résultat, à midi le lendemain, elle était encore bien faite pour la conférence. Et ça, c'est le plus gros epic fail qu'on ait eu. Et depuis, on a rajouté encore des restrictions et maintenant, on fait bien attention à ça. Bon, écoute, donc on a bien compris qu'il n'y avait pas de mini-bar à Polymanga. Hein, voilà, c'est fini. Comme c'est dommage, comme c'est dommage.
Donc, en général, c'est vrai que le public qu'on rencontre en convention, c'est un public assez jeune. En général, madame, en général. Mais vous avez effectivement de bonnes références pour reconnaître. Voilà, moi je voulais savoir en fait justement l'évolution de votre public pendant toutes ces années. Est-ce que c'est des gens qui vous ont accompagné pendant 10 ans ou il y a eu un renouvellement et si oui, comment vous avez appréhendé justement ce renouvellement Je dirais que c'est un peu les deux. On a toujours des gens qui reviennent chaque année parce que bon, par nostalgie, parce qu'ils ont aimé l'année précédente, et heureusement. Mais oui, après, il y en a des petits là qui viennent, ils sont, voilà, ça se renouvelle, je pense, de tout le temps, en fait, hein. Et c'est pas dur, justement, de s'adresser à un public continuellement renouvelé, justement? Des fois, ça pose des problèmes, ouais, parce que je suis pas à la page et que, enfin moi personnellement, et que des fois j'ai du mal à comprendre certaines choses, mais bon, voilà, c'est la dure loi des conventions. David, comprends-tu ton public? Ah ben oui, j'espère. Je dirais que oui, il y a les fans de la première heure, évidemment que je remercie. Il y a un renouvellement évident. Mais il faut dire malgré tout qu'il y a plus ou moins, chez la plupart des gens, un coup près à 30 ans. C'est-à-dire que chez la grande majorité des gens, sauf certaines personnes dans la salle que je ne citerai pas, un désintérêt un peu plus grand, on va dire, pour la pop culture. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils passent à autre chose, etc. Et du coup, il y a un renouvellement aussi des plus jeunes. Donc, il faut dire que le public, il est à 80% entre 12 et 30 ans. 80% de notre public. Alors, est-ce que c'est dur? Non, pas vraiment, parce que moi je m'amuse comme un gamin, de toute manière. En même temps, je suis pas très loin d'être un gamin non plus, donc tout va bien. Et je dirais que une des différences, et là où il faut faire très attention, c'est que effectivement, j'aime vraiment faire ce que je fais, et faire de l'événementiel, c'est vraiment bien, mais il faut pas oublier qu'on le fait pour soi, mais aussi pour les autres. Et je pense à d'autres conventions où les organisateurs ont peut-être un peu trop pensé à eux et peut-être pas assez à leur public, et qui du coup ont organisé quelque chose de vraiment sympathique, mais finalement qui n'intéressait qu'une petite partie de leur public. Et là où il faut vraiment faire attention, c'est vraiment s'intéresser à ce qu'aime le public, et puis leur apporter aussi ce qu'ils aiment. Et puis en même temps, je me fais plaisir. Un mot à rajouter, Oriane, non? Non, mais c'est totalement ça, hein. Si on n'est pas à l'écoute de son public, on cible pas bien, et les gens ne sont pas contents de ce qu'on peut proposer. Donc voilà, ça se résume à ça. C'est des choix il faut que ça soit judicieux. Voilà. Alors, l'heure tourne, mais nous avons encore du temps. Et j'ai envie de dire, ça va être à vous, messieurs, dames. Est-ce que certains parmi vous ont des questions, des interrogations, des envies, des déclarations? J'ai le micro, levez la main, ceux qui veulent parler. Je vais me faire gronder. Donc vous l'avez compris, moi je suis de la première génération manga, les Goldorak et tout ça, puisque j'ai la cinquantaine. J'ai suivi un petit peu justement les conventions. J'ai beaucoup de choses à dire. Ma fille, qui vous voyez n'est pas du tout affectée par ma maladie, n'est-ce pas? Non mais c'est bien, madame. Hein. Elle suit les conventions, on suit un petit peu tout ça. Alors c'est bien parce qu'en plus il y a deux générations qui peuvent parler, chacune sur ce qu'on trouve de bien ou pas bien dans les conventions. Justement tous les artistes ou tout ce que vous faites venir sur les conventions. Mais je pense aussi il y a justement cette différence de génération qu'il faudrait aussi voir dans vos conventions. Je découvre parce que par contre j'essaie de pas être en recul par rapport à ce qui se fait, et elle me pousse à aller chercher un petit peu tout ce qui arrive aujourd'hui dans les mangas, et pas seulement que les mangas, aussi tous les groupes
hein, donc les Akai-Bi et tout ce qui aujourd'hui est... Hein, je le dis peut-être pas bien, je reconnais. C'était parfait. C'est très bien. Non, mais c'était très bien. Mais je suis très bien. Alors, en ce qui concerne, bon, j'ai plusieurs questions, mais en ce qui concerne un sujet qui m'est propre, là, après, je parle par rapport en tant que maman. J'ai hélas pas la chance d'avoir une enfant qui a la santé que tous les autres enfants ont. Elle a un handicap qui ne se voit pas. Et je trouve qu'au niveau de convention, il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Et je parle aussi pour la Japan Expo, hein, puisque c'est aussi ça. C'est pas seulement l'accueil, mais c'est après au sein même, vous voyez comme là, de conférences, d'animations qui sont faites pour les personnes qui ne peuvent pas être debout ou avoir accès facilement à une place. Qu'est-ce que vous comptez? Et ça, je vous demande de le changer vraiment, parce que ça pénalise lourdement les enfants comme ma fille. Alors, par rapport au polymanga à Montreux, en fait, il y a une entrée handicapée, mais il y a aussi des couloirs handicapés. Et en gros, c'est les mêmes couloirs que les guests, pour ne pas être vus du public, pour qu'ils puissent directement aller dans les au cœur des différentes salles, au cœur des... Et en fait, c'est ceux qui sont les plus privilégiés, puisqu'ils peuvent directement parler avec les invités, puisqu'ils les croisent tout le temps, quoi. Donc, et on a des rangées qui sont devant la scène, qui sont réservées aux personnes à handicap. Donc à ce niveau-là, je dirais au niveau du polymanga, on est blindé, on essaye de faire le maximum. Je pense que ça dépend le lieu de location aussi. Ça c'est évident. Personnellement, nous au Palais, on est un palais de standing en fait, donc on a tout ce qui est ascenseur, on a des endroits spéciaux pour les personnes à mobilité réduite, on a des accès, tout ça. Donc, je pense que voilà, au Neptune, on piétine beaucoup moins parce que c'est aussi beaucoup moins grand. Donc voilà, je pense que nous, c'est plutôt pas mal ce qu'on peut proposer. Bien sûr, ici c'est tellement grand et que les personnes elles piétinent. Enfin bon, voilà, tout dépend. Je pense le lieu où se situe la convention en elle-même. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle. Il va falloir se rapprocher parce que je crois que le câble il est pas assez long. Je pense pas que monsieur a un bras bionique. Je vais venir là. Oui. Bon, j'ai pas de... bonjour. Gérald parlait de déclarations à faire aux conventions. Moi, je connais un petit peu les deux conventions. J'ai une expérience de musicien en fait, avec un groupe de musique qu'on a monté. On parcourt beaucoup de conventions, y compris Japan Expo. Et du coup, on a pu voir de ce point de vue-là d'invités, en plus musiciens, voir un peu comment les conventions gèrent notamment la musique. Vos deux conventions, elles représentent une petite partie des conventions, c'est-à-dire c'est des conventions dans lesquelles le lieu est déjà fixe. Le lieu ne peut pas grandir. Je pense à Montreux, le centre C2M et à Palais Neptune. Du coup, on comprend aussi mieux le qualitatif que vous mettez, puisque de toute façon, vous n'avez pas vocation à faire 200 000 entrées, parce que ça rentrera pas là où vous êtes. Et en tant que musicien, on peut que saluer ce genre d'initiative aussi, comme ici à Japan Expo, parce qu'il y a un espace dédié à la musique pour de vrai, c'est-à-dire que c'est quand même la salle du Montreux Jazz Festival chez monsieur David Heim dans sa convention. Le Palais Neptune a une très belle salle aussi. Japan Expo a créé un festival de musique à l'intérieur d'un festival. C'est très très rare. Et du coup, moi ce que je peux apporter comme élément, c'est de dire il y a plusieurs types de conventions, on en a vu plein. Et pour ceux qui veulent se lancer dans des conventions, je pense que peut-être vous serez d'accord avec ça, on peut être passionné, mais il faut être aussi organisé. Parce qu'on a vu beaucoup de conventions faites par des passionnés qui n'étaient que passionnés, où on se retrouve, pour donner un exemple, une convention où on fait 5 heures de route à nos frais pour finalement amener notre propre matériel pour sonoriser un concert. En plein air, où il pleut. C'est arrivé l'année dernière, très sympa, les gens, on est toujours amis avec ces gens-là, mais il y a différents types d'organisations. La musique est souvent la dernière roue du carrosse, sauf dans ce genre de convention-là. Et du coup, il faut distinguer, je pense, être passionné, mais être aussi organisé ou avoir une visée entre guillemets professionnelle dans sa façon de travailler. Je pense aux bénévoles, notamment David, car autant c'est des bénévoles chez vous,
Autant ici, il n'y a pas de bénévoles à Japan Expo, mais moi j'ai remarqué le même sérieux. Parce que les bénévoles, on peut les traiter comme justement comme des bénévoles. J'ai vu des conventions où, parce qu'ils sont bénévoles, bah c'est pas grave, ils peuvent être là, pas là, etc. Et il y a des conventions comme Polymanga où ce sont des bénévoles, on a l'impression que ce sont des professionnels. Donc ça c'est très important, l'exigence qu'on peut donner. C'est même pas, en fait c'est pas une question, mais je veux dire, c'est juste un témoignage. L'exigence que vous apportez est très importante et ça peut être un conseil à donner à tout le monde ici, même si c'est du bénévolat, toujours cultiver une exigence très très forte. Voilà ce que j'ai envie de. Totalement d'accord Merci. avec ça. Quelqu'un d'autre pour une question, une autre déclaration, une envie? Quelqu'un veut monter un festival après tout ce qu'on vient de dire? Ah, beaucoup moins d'un coup. Il y a une question. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai juste une question sur le financement de départ, en fait, parce que quand vous en parliez, ça avait l'air un peu facile de monter un festival comme ça. Donc, c'est juste pour savoir, en fait, voilà, comment vous avez fait pour financer au début vos deux festivals. Et j'ai une deuxième question, c'est, quelles difficultés, en fait, on peut éprouver quand on est en province, en fait, pour monter un festival, parce que c'est vrai que sur Paris, j'ai l'impression que c'est un peu saturé de festivals et qu'en province c'est un peu le désert, même si je crois que sur les 3 dernières années c'est un peu plus développé, mais voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en province? Bah nous, la première année, en fait, on est parti de zéro. Bah, je pense que David, c'était pareil pour toi. Donc nous, comme on était une association, on a démarché auprès de nos politiques de la ville, et sachant on sait pas combien on va avoir de subventions, c'est tous les ans ça change. Donc, ça peut être 10 000, ça peut être 1000, ça peut être 0, voilà, et que en fait on est payé après prestation. Donc en gros, en fait, quand on démarre le festival, le jour J, on a, à part les locations de stands, rien. Donc nous, en fait, on a démarré des locations, de l'apport pécunier qu'on avait eu grâce à la location des stands. Et sinon, c'est tout. Et en fait, chaque année, on fait donc un budget prévisionnel en se disant, on va faire tant de personnes. Et c'est rentable à partir de tant de personnes, enfin tant d'entrées, avec donc le billet qui vaut tant. Et nous, en fait, pour la première année, c'est pour ça qu'on était en panique générale. C'est en gros, on devait faire, je pense que ça devait être dans les 5000 personnes pour rentabiliser. Et en fait, on stressait à mort parce qu'on savait même pas combien on allait faire de visiteurs. Donc en gros, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Au début, oui, on est parti vraiment de rien, et je dirais même que de vraiment rien, parce que étant donné que je montais entre guillemets mon festival, mes parents m'aidaient à payer le loyer. Bah oui, parce que comme on monte le festival, on travaille, en tout cas à ce moment-là, et à côté, je pouvais pas faire de mandat, et du coup, j'étais même aidé par mes parents pour tourner rien que pour le loyer. Donc c'était vraiment tendu. Et puis je dirais que on s'est financé grâce aux apports des exposants qui nous ont fait confiance, et ils ont eu raison parce que la plupart sont encore là 10 ans après. Je dirais que il y a aussi évidemment un effet, ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que le budget de l'an 1 et le budget de l'an 10, c'est un ratio de 1 à 15. Donc ça veut dire que pour la première année, vraiment c'est des économies de bout de ficelle. Il faut essayer de faire quasiment aucune dépense. Donc en gros c'est la première année de la grosse débrouille, et puis tu fais appel aux potes, aux amis en disant là j'ai besoin d'un coup de main, comment est-ce qu'on va pouvoir monter ça, voilà. Et puis petit à petit, avec le temps, tu essayes de professionnaliser le truc. Et puis c'est vrai que maintenant avec la 10e et avec 30 000 entrées, l'histoire c'est plus la même, et du coup on a beaucoup plus de facilité ensuite à faire une programmation enrichie 10 ans plus tard, même si la programmation lors de la première année elle était vraiment top, mais c'était beaucoup plus difficile forcément.
Une dernière question avant que je donne d'abord. Peut-être que le même aura le câble assez long. Tout à fait. On applaudit, le câble est assez long. Alors, je voulais simplement vous demander, personnellement, je suis en train de réaliser une convention dans le sud de la France, mais sur un thème précis, une convention sur les vocaloïdes. Et donc, pas mal. Je crois que ça a l'air d'être connu, je suis assez content là. Et donc, je voulais faire cette convention en particulier parce que dans le sud, les fans ne peuvent pas en profiter, et dans le nord, c'est présent, mais étouffé par les conventions traditionnelles de manga et jeux vidéo. Donc, j'avais envie de faire une convention sur un thème précis. Il va sans dire que ça va nous coûter très cher. En fait, je le fais, ça sera une convention totalement gratuite. C'est la première fois que je me lance dans un projet de cette envergure. Jusqu'à aujourd'hui, je faisais surtout des stands pour présenter l'univers. Je voulais simplement, en tant que personne qui ont fait des conventions maintenant aujourd'hui à budget plus conséquent que ce que je suis en train de réaliser, quel est votre point de vue sur une convention finalement à la même échelle qu'une convention classique, mais à thème vraiment précis? Ben, je pense que t'as bien réfléchi à ton truc, et je pense que, enfin, il y en a pas mal des conventions qui se montent avec un thème bien précis. On a eu l'exemple avec la Korean Connection, qui était donc une convention sur la Corée, enfin, et principalement sur la K-pop. Il y en a eu aussi sur le rétro gaming. Enfin, tu es de quelle ville en fait? Miramas. D'accord. Parce que genre à Marseille, tu as une convention sur le rétro gaming qui marche plutôt bien. Donc, je pense que, enfin, après, il faut bien goupiller ton projet, mais ça peut être bien. Hein. Je dirais qu'en fait, il faut vraiment bien cibler ton public. Ça peut marcher, mais ça veut dire que ta convention, elle va devoir fédérer tous les fans de Vocaloid qui auront envie de venir à ton mais oui, qui auront envie de venir à ton salon. Sinon, ça va être difficile d'être viable sans entrée, surtout gratuitement. Ça va vraiment être dur. Moi, si j'étais toi, je ferais un petit prix d'entrée, on va dire symbolique, à la rigueur avec une bouteille d'eau gratuite pour les gens qui entrent. Non, mais je réfléchis comme ça. Pas pour pouvoir malgré tout avoir un petit coussin, on va dire, de sécurité au cas où. Et puis, honnêtement, si les gens peuvent venir gratuitement, les gens peuvent mettre 2 euros, une pièce de 2 euros pour venir à ton festival. Et s'il est de qualité, ça sera pas un problème. Le faire gratuitement, le problème, c'est que tu vas t'attirer tous les mamans du dimanche, les papas du dimanche, qui viennent promener avec leurs poussettes, qui s'en foutent complètement de ce que tu fais, mais c'était une sortie gratuite, donc pourquoi pas? Et donc, il faut faire très attention à ça, et si j'étais toi, je ferais une petite entrée, pas forcément très chère, parce qu'il faut pas non plus bloquer, mais fais une petite entrée, parce que malgré tout, ton travail, il a une valeur, donc ne te déprécie pas. Non mais oui, mais complètement. C'est une spécialité en plus que tu proposes, et c'est très bien dans le sud en plus, et il faut donner une valeur, et on apprendra nous en tant que consommateurs, on va dire, on apprend la valeur, et là je l'entends en ce moment déjà. Il y a des forums, on parle. Tu comptes faire ça dans quel lieu exactement? Enfin, dans un... la salle des fêtes, de la ville. D'accord. Donc là c'est une location. Donc là aussi, je suis en partenariat avec une structure. D'accord. Donc à partir de là, ça me coûte personnellement rien. D'accord. Ça leur coûte. Mais ils sont assez prêts à me suivre sur le projet, même pour une entrée gratuite. Mais j'ai bien entendu l'avis d'un peu de tout le monde. En fait, au final, je vais bien y réfléchir sur ce point-là, voir comment est-ce qu'on peut faire des choses, parce qu'effectivement, même si mon but est aussi, en plus de faire plaisir aux fans, de faire découvrir le phénomène, mais forcément oui, une sortie gratuite, ça risque d'être un peu difficile dans ce genre d'endroit, dans ce genre de petite convention pour une première année, effectivement. Donc j'en prends bien note, merci beaucoup. Malheureusement, on va pas tarder à conclure. Vous avez d'autres questions, ça tombe bien, ils sont dispo après à l'extérieur. Est-ce que je peux mettre le micro?
Juste pour un regard extérieur aussi pour monsieur, pour les conventions à thème, je vais vous donner une lueur d'espoir, c'est qu'il y en a plus qu'on ne pense en France qui sont des conventions à thème. Pour les fans de Yaoi et de Yuri, vous avez la convention Event Yaoi donc à Lyon. Il n'y en a pas en 2014, il y en aura une l'an prochain. Ils ont déjà fait 3 éditions de tête. Vous avez des conventions plutôt tournées fanzine, donc à Paris, la Harajuku. Donc voilà, je vais pas tout sortir parce que ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais les conventions thématiques ne feront pas 200 000 visiteurs, mais vous avez un public de qualité qui ne vient que pour ce thème-là. Ce que vous perdez en quantité, vous le gagnez en qualité. Maintenant, faut se faire connaître, et là, j'ai envie de dire, c'est votre boulot. À vous de jouer. Donc oui, on va conclure vite fait, donc parce que nos invités ont beaucoup parlé de ce qu'ils ont fait, mais maintenant ils vont peut-être nous dire un peu leur actualité au jour d'aujourd'hui quand même, parce que vous êtes encore vivants et bien vivants. Donc Oriane, que fais-tu maintenant et que vas-tu faire prochainement? Alors moi, donc j'ai fait les 3 premières années de manga Durin, faut le savoir. Après, je suis partie à l'étranger, donc j'ai arrêté, mais j'ai toujours un pied dans les conventions, donc je travaille pour plusieurs magazines, et donc je reprends le manga Durin l'année prochaine. David, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'organise le prochain Art to Play, donc 22-23 novembre à Nantes, à Expo Nantes. Je commence déjà à organiser le prochain Polymanga du 3 au 6 avril, donc 2015 à Montreux. Et puis, depuis septembre dernier, je suis producteur et scénariste d'un webcomic, un manga sur Internet avec le dessinateur Dara qui s'appelle 8 options. Et c'est un manga interactif où on demande aux gens toutes les 2 semaines qu'est-ce qu'ils veulent voir ensuite. Alors ils ont 2 choix toutes les 2 semaines et du coup on dessine les planches en fonction de la volonté des lecteurs. Voilà, donc pour finir, donc cette convention vous a été proposée par le blog de GG, donc URL ggalliano.fr. On vous donnera des petits papiers si ça vous intéresse à la fin, notamment sur ce blog, vous avez un agenda complet de toutes les conventions en France et en Europe au niveau du manga, avec une petite carte de France qui pour savoir un peu ce que vous avez dans votre entourage proche en convention. Vous avez aussi les vidéos que vous venez de voir qui vous feront un petit compte rendu de tout ce qui se passe en France. Notamment actuellement, tous les soirs sur ce blog, nous diffusons des vidéos compte rendu de Japan Expo sur tout ce que vous avez vu ou loupé de la journée. Donc allez-y, c'est gratuit puisqu'on en parlait. Et voilà, on remercie aussi donc les gens de Japan Expo qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu, qui ont permis de diffuser cette vidéo malgré des petits problèmes de batterie. Et ma foi, voilà, si vous voulez après discuter avec ces messieurs dames à l'extérieur ou via internet sur les petits papiers qu'on va vous distribuer, vous aurez toutes les informations et j'espère que ça vous a plu et en tout cas un grand merci à vous de votre présence. Merci à vous.